Salut à toi, j'espère tout d'abord que tu es en grande forme, mon ami, hein. Donc voilà, sur cette chaîne, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que l'on parle investissement, mais il ne faudrait tout de même pas oublier qu'avant tout cela, qu'avant tout investissement, justement, il demeure capital, hein, pour dormir sereinement. On parle d'ailleurs de matelas de sécurité, de s'être doté avant tout d'une bonne petite épargne de précaution. Et donc, eh bien, au menu du jour, je te propose donc que nous répondions ensemble aux trois questions existentielles suivantes, hein. Pourquoi il est capital de se doter d'une épargne de précaution avant d'investir? Par où je te conseillerais de commencer la démarche si jamais tu as un peu de mal. Et combien doit-on épargner? Sur quel support épargner? Alors, eh bien déjà, pourquoi donc se doter d'une épargne de précaution avant d'investir? Eh bien tout simplement car l'investissement demeure par nature, si tu veux, risqué et volatile, et donc qu'une belle perte en capital est largement envisageable. Et donc si tu investis l'argent que tu auras besoin demain pour réparer ta voiture, t'acheter un nouveau frigo ou autre, eh bien c'est tout simplement une très mauvaise idée. D'abord, tu te couvres via ton épargne pour toutes les merdouillettes de la vie qui peuvent te tomber dessus malheureusement, et après tu peux ensuite commencer à prendre des risques. Mais avant, eh bien non, s'il te plaît. Et si jamais au grand jamais tu puisses dans ton épargne de précaution pour X ou N raison, allez, même un voyage, je l'accepte, bien que j'aurais préféré que tu anticipes cette épargne les mois précédents. Bien, ton premier travail devrait être naturellement de la reconstituer, cette petite épargne de précaution, avant de te remettre à réinvestir. La sécurité avant tout, mes amis. Et du coup, eh bien, pour pouvoir se constituer cette fameuse épargne de précaution, eh bien, il y a déjà une condition préalable qui consiste à savoir épargner. Je te dirais qu'apprendre à épargner régulièrement, c'est une nouvelle habitude à mettre en place, un peu au même titre que manger sainement ou faire du sport régulièrement. En tant que bon vivant, j'ai d'ailleurs beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais bref, cette capacité d'épargne répond donc à une équation relativement simple au final, puisque ta capacité d'épargne représente l'ensemble de tes petits revenus diminué de l'ensemble de tes petites dépenses. Pour cela, il suffit de regarder l'évolution en fait de l'ensemble de tes soldes bancaires cumulés, mois après mois, puisqu'en effet, elle fait quoi la banque pour calculer ces fameux soldes bancaires? Eh bien, elle fait simplement l'ensemble de tes crédits, qui correspondent donc à tes petits revenus, diminués de tes débits, tes fameuses dépenses. Du coup, à titre perso, pour suivre tout cela, j'ai simplement fait, comme tu te doutes, un petit tableau Excel avec mes comptes, par exemple, et une à deux fois par mois, si tu veux, je vais mettre la date du jour, je vais sur mon site internet de ma banque et je marque mes soldes. Donc, par exemple, je vais faire une ligne pour la banque postale, hein, et en dessous, je vais indiquer que le vendredi 26 juillet, sur mon compte bancaire, j'avais par exemple 1000 balles et sur mon livret A, mon solde était de 15 000 balles. Et pour mon autre banque, Boursorama, j'ai un compte bancaire avec 500 euros dessus et un PEA avec 15 000 euros dessus. Et ainsi, là, je tire mon solde global au 26 juillet 2024 et je me retrouve donc dans cet exemple avec un patrimoine de 31 500 euros. La photographie, au moins, est donc prise. Le 26 juillet, j'étais à 31 000 euros, par exemple, eh bien, c'est bien, puisque j'ai fait plus 500 euros entre juin et juillet. Donc, c'est avec ce système tout simple, je te dirais, que je m'assure à titre perso que je suis sur la bonne trajectoire financière, simplement. Donc, tu vois, rien de sorcier ici. Et franchement, je te dirais que j'en suis ravi, au moins, je te dirais, je sais d'où je viens et où je vais. Une fois que tu as mis ce petit suivi en place, et comme ta capacité d'épargne étant la somme de tes revenus diminuée de tes dépenses, on comprend donc que pour pouvoir augmenter sa petite capacité d'épargne, il n'y a donc malheureusement que deux possibilités. Soit on augmente les revenus, soit on diminue les dépenses, et il n'y a pas d'autres paramètres dans l'équation. Si l'on se concentre sur la diminution des dépenses, pour commencer, parfois le plus simple, je trouve, pour améliorer rapidement sa situation, consiste juste à renégocier son assurance, sa box, son forfait, ou encore, comme je l'avais fait à titre personnel, par exemple prendre une banque en ligne ou tout simplement moins cher. Je te pointe du doigt, si tu veux, ces quelques éléments au préalable, car en simplement négociant sur ces frais, cela possède le grand avantage généralement de n'avoir absolument aucun impact, si tu veux, sur ton rythme de vie personnel, sur ton train de vie personnel. Tu as bien entendu des mesures qui seraient bien plus drastiques, hein, déménager pour prendre un logement plus petit ou moins cher, diminuer ses sorties, arrêter son abonnement à la salle de sport ou à Netflix, patati patata. Mais qui là, par contre, ces mesures-là auront un impact direct sur ton rythme de vie et tu pourrais malheureusement le vivre plus ou moins bien. Donc avant d'être trop sévère avec toi, je t'invite déjà à te pencher sur ces petites charges récurrentes n'ayant absolument aucun impact sur ton rythme de vie et pour lesquelles on dépense généralement beaucoup trop. Concernant le levier de l'augmentation des revenus, moins mobilisable facilement, je te dirais, cela peut provenir soit de changements d'emploi plus rémunérateurs ou encore d'autres recettes annexes si jamais tu t'es par exemple mis à ton compte en parallèle de ton travail. Et ça, eh bien, je te dis bravo car ce n'est pas facile non plus. Et donc, une fois que cette nouvelle et bonne et saine habitude est mise en place et que tu parviens à faire grossir semaine après semaine, mois après mois, cette fameuse petite réserve de trésorerie, la question qu'il se viendra rapidement, c'est bien, mais j'épargne jusqu'à quand, bon sang? Et donc, en général, est préconisé, selon les banquiers, d'épargner 3 à 6 mois de ton salaire actuel. À titre personnel, je suis désolé d'être chiant, c'est dans ma nature, mais je trouve cela quand même un peu limitatif. Je pense qu'il faut épargner jusqu'à se sentir serein
face aux dépenses qui pourraient subvenir. Donc cela va dépendre, je te dirais, de ta relation au risque et également de tes possessions personnelles. Je pars plutôt, tu vois, sur 6 mois à 1 an de salaire me concernant. Mais bon, je suis comptable, hein, donc le risque, si tu veux, j'aime beaucoup, mais surtout quand il est minimisé. Donc là, tu vas me dire, ok, c'est bien, mais je ne vais pas tout laisser sur mon compte courant quand même. Et ça, pardi, c'est une excellente remarque. Donc ok pour l'épargne de précaution, mais il est aussi précautionneux, c'est dur à dire ça, de ne pas négliger nos 3 fameux livrets défiscalisés, incontournables. Alors le premier, le grand gagnant du podium, c'est le livret d'épargne populaire, alias le LEP pour les intimes. Tout d'abord, énumérons donc ses avantages et ses limites à ce petit. Avantage quand même, et pourquoi je l'ai mis numéro 1, il reste le livret le plus rémunérateur de sa catégorie, car à partir du 1er août 2024, il bénéficiera de 4% de taux de rémunération. Même si cela a eu été clairement mieux, cela reste confortable tout de même pour de l'épargne disponible, sécurisée et non fiscalisée. 3 avantages incontournables. À noter que ces intérêts sont calculés entre le 1er et le 16 de chaque mois, donc fais bien attention quand tu vas prendre ou poser tes petits sous-sous, afin d'en profiter un maximum. Et petit point négatif, par contre, quand tu prends un livret d'épargne populaire, actuellement donc c'est 4%, mais c'est une épargne réglementée par l'État. Donc s'il a envie de modifier le taux de rémunération, le plafond ou quoi que ce soit, eh bien c'est lui qui choisit. Donc ça fluctue, si tu veux, en fonction tout simplement des choix économiques et monétaires de notre petit État. Il n'y a pas longtemps, on n'était pas à 4%, on était à 5, voire même 6%. Le plafond de ce petit, il n'est pas énorme, il est de 10 000 euros, hein, mais par contre, il y a un grand mais, les intérêts cumulés versés le 31 décembre s'ajouteront à ton capital initial. Donc en gros, l'ajout de ces intérêts peut te faire déplacer le plafond du livret. Et ça, ben, c'est très sympa, car cela te permet tout simplement de profiter de la magie des intérêts composés. En gros, ben, tu vas faire année après année des intérêts sur tes intérêts. Et ça, c'est pas mal. Et donc, si on regarde eh bien, la première année, si tu es déjà au plafond de 10 000 euros, tu percevras donc 4%, soit 400 euros d'intérêts qui viendront s'ajouter à ton capital initial. L'année prochaine, tu vas donc percevoir les intérêts de 4%, non plus sur 10 000 euros, mais sur 10 000 euros, plus les 400 euros que tu as perçus l'année dernière. Du coup, ben, ça va non pas faire 400 euros d'intérêt cette année, mais du coup 416 euros d'intérêt perçus qui vont là aussi se réajouter à ton capital initial. Du coup, l'année d'après, tu vas percevoir 4% de 10 816 euros ce coup-ci. Et si sur ton placement aucun paramètre de change, eh bien dans environ 20 ans, tu auras doublé ton capital initial, mon petit. Et oui, c'est cela que l'on appelle la magie des intérêts composés, dont Albert Einstein l'a qualifié comme étant la 8e merveille du monde. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur ce point, j'avais fait une petite vidéo nounette dessus, hein, je te la mets en lien. Et donc, point positif sur ce livret, en tout cas, on profite des intérêts composés, comme les deux autres, et tu verras. Autre inconvénient, par contre, un seul livret par personne, 2 max par foyer fiscal, un pour toi et un pour ton époux, épouse ou partenaire de Pax. Désolé, pour les polyamoureux, c'est limité à 2. Les intérêts du LEP sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, et ça c'est drôlement bon, pardi. Et ce qui est drôlement bon aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucun risque de perte en capital. Bref, c'est 4% garanti et net. Ton argent est immobilisable quand tu le souhaites et sans contrainte, et ça, c'est drôlement bon aussi. Par contre, le LEP, contrairement aux 2 autres livrets qu'on va voir après, même s'il est sans conteste le grand gagnant pour son taux de rémunération le plus attractif, de 4% net, il reste soumis à une condition de ressources, et donc pour ouvrir un LEP en 2024, il ne faut pas que ton revenu fiscal de référence de 2023, indiqué sur ton avis d'imposition 2024, ne dépasse les limites indiquées dans le petit tableau que je te mets à l'écran. Par exemple, si tu es célibataire et que tu es tout seul, donc une part, ton plafond de revenu, du coup, il ne faudra pas qu'il dépasse 22 419 euros, sinon le LEP, c'est pas pour toi. Il te faudra d'ailleurs justifier chaque année de ce non-dépassement. Donc ça, c'était pour le premier, le grand gagnant de ces 3 livrets défiscalisés. Arrive ensuite en seconde position, je mettrai naturellement notre magnifique livret A qui possède une quasi-similitude presque parfaite avec le livret d'épargne populaire dans son fonctionnement. À l'exception par contre des conditions de ressources qui ne s'appliquent pas ici, mais du coup, nous avons en contrepartie un taux de rémunération légèrement plus faible, puisqu'il est de 3% depuis le 1er février 2023, et on devra en profiter, normalement, il semble maintenu jusqu'en janvier 2025, donc c'est plutôt pas mal. Un taux de rémunération moindre, mais qui est par contre compensé par un plafond nettement supérieur, puisque lui, il est fixé à 22 950 euros, donc c'est pas mal du tout. Autre particularité ici, c'est que toute personne majeure, mais aussi mineure, peuvent ouvrir un petit livret A. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais en stage à la Banque Postale, on offrait, je crois, 30 euros, si je me souviens bien, pour l'ouverture d'un livret A pour un petit nouveau-né. Donc bref, pour un couple avec 5 enfants, il y a 7 livrets A sans aucun problème. Mais attention, seulement par contre un seul livret A par personne surtout. C'est la loi qui le dit. Et donc là, en tout cas, le polyamour, c'est accepté. Et pour finir, donc déjà, tu vois que rien que sur ces 2 supports, nous aurions pu
à épargner pour une seule personne, au total 32 950 euros, ce qui est déjà quand même relativement énorme. Mais si tu es vraiment frileux, tu peux compléter tout cela avec un livret de développement durable et solidaire, alias le LDDS, avant il s'appelait juste le LDD, qui sera donc le troisième livret d'épargne défiscalisé et toujours, bien entendu, par contre, réglementé par l'État. Donc en gros, celui-ci il possède encore de plus grandes similitudes, je te dirais, avec le livret A. Et déjà, il possède le taux de rémunération, qui est lui exactement le même. Sauf que il n'y aura pas de LDDS pour les bébés. Il y a une possibilité pour les mineurs qui disposent de revenus personnels et ayant demandé une imposition séparée. Mais tu vois que pour les bébés, c'est pas facile. Et comme le LEP, il n'y a pas plus de 2 LDDS par foyer fiscal. Désolé encore pour les polyamoureux sur ce coup. Et surtout, et c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position, lui, il possède un plafond moins attrayant, puisqu'il est seulement de 12 000 euros, contre le livret A qui lui était de 22 950. Donc tu vois, tu as de la marge et du choix pour épargner de manière simple, très sécurisée, disponible et défiscalisée. Et tout de même, quand même, plus rémunérateur que de le laisser gentiment sur ton compte en banque. Et si tu es altruiste, eh bien sache qu'en général, une partie de cet argent, en général 40% seront gérés par la banque. Du coup, là, on peut lui pardonner. Et par contre, les 60% restants, ils seront confiés généralement à la caisse des dépôts et consignations. Et l'objectif, en fait, avec cet argent, ça va être tout simplement d'accorder des prêts aux organismes chargés de la construction de logements sociaux, d'accorder des prêts auprès de collectivités locales, mairies, intercommunalités pour aménager le territoire et construire de nouveaux bâtiments d'intérêt public, comme des petites écoles, des petits hôpitaux, des transports, on en a bien besoin. C'est le célèbre cas, si tu veux, du livret A qui se targue de financer le logement social et le renouvellement urbain, et ça, mais c'est drôlement bien. Et pour un livret de développement durable et solidaire, c'est un peu différent, puisque les fonds collectés auprès de ces livrets permettent aux banques, si tu veux, d'octroyer des prêts de développement durable à des taux attractifs, destinés à financer tout simplement des travaux de rénovation énergétique, des logements collectifs ou individuels, qui servent tout simplement d'habitation principale, secondaire ou mis en location. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te raconter pour cette petite partie, donc il ne faut pas le perdre de vue. Tu vois quand même, tu as de quoi épargner, hein. 34 950 euros pour le livret A et le LDDS, et éventuellement 10 000 euros supplémentaires pour le LEP selon tes revenus. La possibilité de te constituer ainsi, via ces supports garantis, sécurisés et nets d'impôts, une épargne de précaution très importante. Et tu peux également complémentairement te mettre une petite épargne complémentaire de côté pour tes futures folies, ou bien, je te dirais, commencer dans l'investissement parti. Et n'oublie pas cette citation très importante, malgré que je n'ai pas l'auteur, je suis désolé. L'enrichissement d'une personne ne dépend pas de ses revenus, mais plutôt de sa capacité à épargner. À bon entendeur. Salut!